Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Amis auditeurs et auditrices de l'émission Savoir politique, bonsoir. Merci d'être connectés à votre radio Océan FM pour cette émission Savoir politique. Nous nous excusons pour avoir observé un retard dû aux problèmes techniques. Ça arrive toujours dans la vie d'une radio parce que tout simplement, de temps en temps, il faut absolument la maintenance pour que toute la technique soit à l'ordre du jour. Alors donc, merci d'être au rendez-vous du 23e numéro de l'émission Savoir politique. Le thème de nos échanges de ce jour est le producteur de fake news. Alors, la désinformation sur Internet a pris une telle ampleur ces dernières années qu'elle est devenue un véritable problème de société. Ces fausses nouvelles suscitent crainte et indignation au point d'être érigées en véritable menace pour le débat démocratique. Elles ont notamment été accusées d'avoir influencé les comportements des électeurs lors des référendums sur le Brexit du Royaume-Uni et sur l'indépendance de la Catalogne en Espagne, ainsi que d'avoir profité aux candidats républicains lors de l'élection présidentielle américaine 2016. Alors, connus pour influencer le comportement des électeurs en période électorale, les fake news ont aussi comme trait caractéristique l'industrialisation de leur mode de production. Selon Romain Badoir, qui est maître de conférence ancien de l'information et de la communication à l'université de Cergy-Pontoise, il indique que les fake news constituent des produits informationnels particulièrement compétitifs sur le marché de l'information que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux. Tout comme les réseaux sociaux accusés de se faire du chiffre à travers les revenus publicitaires, les producteurs de fausses nouvelles s'enrichissent du marché de l'information. Alors, pour en parler, nous avons invité pour vous, dans ce studio, deux personnes ressources. Dr Cyriac Martial Paténon, il est docteur en droit privé et chercheur à l'université d'Amon-Mikalavi. Et monsieur Marius Wegba, qui est sociologue dans le développement et administrateur de projet, donc qui est un habitué de cette émission. Alors, chers invités, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être au rendez-vous et nous nous excusons pour avoir accusé un léger retard par rapport à cette émission. Alors, à la technique pour l'émission, Stéphane Makobi, l'inconditionnel, le fidèle des fidèles de cette émission. Au micro, Alain Tosnon, et à ma compagnie, j'ai aujourd'hui avec moi Mora Gaba pour l'animation. Bonsoir Mora. Bonsoir Alain, amis auditeurs, bonsoir. Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation à la citoyenneté. Elle est coproduite par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO, un laboratoire de recherche en sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi et votre radio Océan FM. Le CESPO est dirigé par le professeur Idjen Kakaï, agrégé en sciences politiques et coordonnateur du master recherche en sciences politiques fondamentales. Et dans cette émission, nous aurons bien sûr la chronique sur le thème du jour à 18h30. Elle nous est proposée par le professeur Idjen Kakaï. Alors merci cher ami Mora Gaba. Alors donc pour démarrer cette émission, nous allons commencer en demandant à nos invités, à nos personnes ressources de nous éclairer. Mais alors c'est la deuxième émission qui porte sur les fake news. Alors mais il est toujours nécessaire pour nos auditeurs de rappeler de quoi nous parlons. Alors pour vous qui êtes juriste, alors dites-nous, c'est quoi les fake news fondamentalement, parlant du point de vue du droit, qu'est-ce qu'on peut comprendre par les fake news ou les fausses nouvelles? Merci monsieur le journaliste. Je commence d'abord par vous remercier de m'avoir invité pour la présentation sur les fake news. D'entrée de jeu, je m'avais dit que la constitution béninoise du 11 décembre 1990 a consacré des droits aux individus, notamment le droit à la vie, le droit à la santé. Et parmi ces droits, il y a également le droit à l'information. Et donc, l'information constitue un droit qui est reconnu par la Constitution aux individus. Mais le problème fondamental qui se pose est de savoir la nature de cette information. Et donc, l'information qui devrait parvenir aux citoyens devrait être une information vraie, mais le constat est que la plupart du temps, il y a des fausses informations qui apparaissent. Et c'est ce qui nous oriente vers les fake news, qui en réalité constituent des fausses informations qui circulent et qui parviennent aux individus. Et donc, c'est un peu ce qu'on peut comprendre sur le plan juridique des fake news.
Okay. En l'espace de quelques années, le phénomène des fake news s'est répandu dans tous les pays et certains citoyens sont devenus donc dépendants ou accros. Comment peut-on expliquer cela, M. Darius Weber? Alors, il faut dire que cette propagation a évolué au rythme des technologies de la communication. Vous savez que les réseaux sociaux sont apparus et ont connu un succès fulgurant, surtout dans la couche juvénile et dans plusieurs autres milieux, politiques, commerciaux et autres. Donc, l'évolution, cette propagation des fake news est presque liée à l'évolution des réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ce qui anime cette grande propagation. Après, il y a les types d'utilisation. Il y a les types d'utilisation, les types de producteurs, d'auteurs de fake news qui font qu'on observe une grande propagation de fake news aujourd'hui dans plusieurs sphères dont je viens de parler, les sphères politiques, les sphères commerciales et sociales. Ok. Alors, mais quand on parle derrière les fake news, derrière les fausses nouvelles, il y a souvent quelqu'un qui produit l'information, c'est-à-dire que la fausse information, c'est-à-dire qu'il y a comme une usine de fabrique qui balance dans les réseaux sociaux donc les fausses nouvelles. Alors pour vous, qu'est-ce qui peut motiver un citoyen à produire de fausses nouvelles? Est-ce qu'on peut avoir des raisons de balancer comme ça sur les réseaux sociaux alors qu'on a conscience que cela peut toucher un plus grand nombre d'utilisateurs? Alors, l'objectif de ceux qui produisent ces informations, ces fausses informations, c'est d'abord qu'ils poursuivent le but de nuire, de nuire à certaines personnes ou encore d'induire les citoyens en erreur, et au-delà de ça, il peut y avoir un intérêt pécuniaire que ces producteurs poursuivent en balançant ces informations, ces fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux et pour se faire du nom également. Est-ce que vous pensez, M. Darius Weber, que c'est tout simplement pour se faire un nom que ces citoyens, ces compatriotes s'amusent à balancer dans les réseaux sociaux des fausses nouvelles alors qu'ils savent très bien que ça peut avoir des influences, même ça peut avoir un impact sur la paix, sur l'ordre social? Voilà, il n'y a pas que pour nuire. Il y a des objectifs bien plus structurés, surtout quand on est dans le domaine de la politique. Quand on est dans le domaine de la politique, c'est généralement, les fake news sont produits pour manipuler le comportement, pour amener un groupe d'acteurs à avoir des attitudes qu'ils n'auraient pas dû avoir sans cette fausse information. Donc, on produit l'information pour amener d'autres groupes à agir autrement, à avoir une autre appréhension de ce qui est réel. Et comme je l'ai dit, les réseaux sociaux aidant, dès que ça se produit, ça va très vite avant que même les acteurs, la vraie information ne parvienne. Il y a aussi dans le domaine commercial que les industriels aussi arrivent à faire produire des fake news pour manipuler le comportement des consommateurs. Donc il y a une guerre commerciale, oui. La compétition entre les différentes sociétés ou filiales et tout ça. Tout à fait. Ah, Mais et au Bénin, est-ce que vous pensez que nous avons donc de ces citoyens-là qui ont fait de la production des fake news une activité professionnelle? Bon, en termes de comportement. Bon, professionnel. En termes d'activité professionnelle. Professionnel, je saurais le dire, mais ce que nous observons, c'est que nous sommes tous des utilisateurs des réseaux sociaux. Nous constatons de temps à autre que des informations nous parviennent et que plus tard, on se rend compte que ce sont des informations fausses. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien entendu au Bénin des gens qui sont à la production. Et puis, comme j'ai dit, en politique, les fake news sont abondamment utilisés. Et puis, nous sommes aussi au Bénin, nous avons la gestion politique aussi. Et donc, ça fait que, oui, il y a des acteurs qui sont de plusieurs bords et pour diverses raisons, dont la raison fondamentale, c'est manipuler. OK? Donc, selon qu'on est à gauche ou à droite, on veut manipuler le comportement des citoyens. Ça fait produire des informations fausses. Ok. Alors, docteur
Docteur Martial Patelon, vous partagez le même avis. Donc, vous savez, le producteur de fake news, c'est quelqu'un qui il a pour simple but de manipuler. Donc voilà, pour que son objectif soit atteint, il choisit donc de manipuler tous les internautes. Oui, le producteur de fake news choisit de manipuler les citoyens par rapport aux fausses informations, mais en réalité, il y a aussi, en matière commerciale, tel que M. Marius le dit, il y a que ces informations induisent, par exemple, les consommateurs en erreur. Autrement dit, lorsque les informations ne sont pas vérifiées par rapport aux produits à consommer, le consommateur est déjà induit en erreur avant de se rendre compte qu'en réalité, il s'agit de fausses informations. Mais l'acte est déjà posé. L'acte est déjà posé. Et le but final, c'est au-delà de manipulation du comportement, c'est que ça induit le consommateur, par exemple, en erreur. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur la santé. Parce que si c'est un produit pour lequel le consommateur est allergique et que, par erreur, il consomme ce produit, ça peut créer des conséquences sur la santé également. Sur sa santé. Oui. Alors, mais dans certains cas, la diffusion à grande échelle donc, de ces fausses nouvelles aura même pour unique but de générer des revenus publicitaires. On se rend bien compte que c'est le cas de Facebook qui peut servir de courroie de transmission à des producteurs de fausses informations pour toucher un large public à générer donc des revenus publicitaires. C'est de leur main, c'est un marché, c'est tout simplement un marché de l'information qui se crée à travers donc la diffusion de fausses informations. On en est là aujourd'hui. On en est là. Oui, c'est le marché de malheureusement. Malheureusement, c'est le marché de l'information. Et on a comme l'impression que le principe qui devrait être la bonne information, qui doit faire le marché, c'est le contraire que l'on observe, de l'exception qui finalement prend le dessus, qui devient la règle, et la règle qui devient l'exception. Ouais. Alors, Darius, c'est ça. On est dans une situation où il y a certains de nos compatriotes qui choisissent véritablement de diffuser de la fausse information. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a surtout dans le domaine politique, c'est ce qu'on observe au Bénin. Mais vous avez aussi évoqué le domaine commercial. Le domaine commercial. Et il y a un autre volet qu'on n'a pas abordé, le volet sensationnel. Il y a d'autres qui sont juste à la recherche du sensationnel. Pas forcément pour des buts politiques ni commerciaux, mais juste pour faire sensation. On pourrait aussi ajouter le but religieux où on dit, ça aussi, ça arrive dans certains messages. Tout à fait. Dans le milieu religieux également, ça se fait toujours dans le but de la manipulation du comportement. Ouais, donc c'est ce qui est fait. Au Bénin, on entend dire souvent tel labo a produit telle information, telle fake news. Même si ce labo il est imaginaire. Même si le labo est imaginaire. On l'a jamais vu. Il n'a jamais un siège. Et puis voilà quoi. Donc c'est pour dire que oui, effectivement, ça existe et il y a des compatriotes qui s'adonnent à ce genre de comportement, qui eux-mêmes, parce que les labos dont nous parlons, imaginaires soit-ils, sont parfois aussi ont parfois des parrains tapis dans l'ombre quelque part, qui ont intérêt à ce que la fausse information circule. Mais est-ce que dans l'arène politique, est-ce que vous ne pensez pas comme cet historien ou anthropologue français Emmanuel Todt, qui pense aussi que l'État est le principal producteur de fake news? C'est un peu dit, c'est un peu trop dit. De toute façon, comme la définition même de fake news, les objectifs visés par les producteurs, fut-il l'État, parce qu'il ne faut pas le nier, l'État aussi un acteur comme tous les autres. Et quand on prend les États-Unis, on citerait l'actuel président Donald Trump, qui est un champion en matière de fake news. Parfois, il diffuse des informations et ses services de presse, ses services juridiques s'empressent par la suite pour corriger, rectifier. Puis, il y a des États, je ne citerai pas la Russie, et beaucoup d'autres dirigeants qui, volontairement, choisissent de manipuler à travers de fausses informations. Bon, ici au Bénin, on n'a pas une documentation assez fournie sur ce que l'État fait. Mais ce qu'on peut retenir, que oui, l'État, à des moments donnés, produit aussi des fausses informations. Hélas.
Docteur Syriac, oui, quelque chose à ajouter? Oui, je partage l'avis de M. Marius. L'État aussi a sa part de responsabilité dans les fausses informations, les fake news. Je partage son avis. D'accord. Mais face à la prolifération des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et plateformes diverses, divers États tentent vaille que vaille donc de limiter la casse à travers l'adoption des lois. Et au Bénin, il y a bien sûr l'avènement de la loi 2017 du 20 avril 2019 du Code du numérique, bien sûr. Est-ce là une bonne réponse au problème? L'adoption de la loi sur le Code numérique constitue une réponse apportée par le législateur béninois par rapport aux fake news, et on peut constater que dans le code numérique, il y a des dispositions qui prévoient la répression de ceux qui passent des fausses informations sur les fake news. Et donc, dans l'ensemble, on peut dire que l'avènement de cette loi constitue une bonne réponse au problème des fake news. Et même nous allons inviter l'État, à la législation béninoise, à aller plus loin. Autrement dit, dans l'encadrement des fake news. Est-ce que vous pensez que ça dit que à l'état actuel donc de notre droit positif, on n'est pas encore allé, on n'a pas encore abordé toute la mesure donc de la situation concernant donc les fausses nouvelles, parce qu'on a beaucoup d'États aujourd'hui qui absolument se sont levés pour dire ben voilà, il faut qu'on combatte donc ce fléau. Absolument, parce que compte tenu de l'évolution du numérique, le Bénin n'a pas encore atteint un niveau assez élevé par rapport au numérique, et du coup il y aura toujours des possibilités pour ces producteurs de trouver des failles par rapport à la loi afin de pouvoir contourner la loi. Donc la législation béninoise doit faire en sorte de cerner l'ensemble des contours des fake news afin de pouvoir s'assurer de ce qu'il n'y ait pas de possibilités pour que les producteurs puissent également trouver des contournements par rapport aux fausses informations. Okay. Alors, M. Darius Weber, dites-nous, est-ce que véritablement aujourd'hui notre État a pris la mesure donc, de la situation parce qu'on a l'avènement du code numérique? Est-ce que pour vous, ça permet donc de juguler donc, cette situation? Non, l'État a fait un pas parce que évidemment, voyant cette propagation de fake news et puis les conséquences désastreuses que ça peut avoir sur divers domaines, sur l'ordre social, la sécurité, la paix et autres, l'État était en droit de prendre des dispositions. Et donc le Code est venu donner quelques réponses par rapport à cela. Mais il n'est pas superflu de rappeler que ce n'est pas toujours un arbitrage facile que de légiférer sur tout ce qui concerne l'information. Okay? Parce qu'en même temps, selon les positions dans lesquelles on se situe, défenseur des droits, défenseur de la liberté, on peut aussi craindre que en même temps, la régulation par rapport aux fake news n'arrive pas aussi à empêcher l'accès à l'information. Donc, c'est un peu l'accès à l'information et puis la réduction des libertés. Donc, il y a à craindre cela. L'État est souvent dans un rôle d'alliage entre la liberté, la sécurité, la protection. Et à un moment donné, c'est souvent le volet liberté que les associations, parce que d'aucuns estiment que en voulant donc combattre donc les fake news, c'est qu'on porte atteinte aux libertés. Comment mais dans ce cas-là, mais c'est quand même difficile. Bon, c'est difficile, mais l'État est dans ses droits, le législateur est dans ses droits. Maintenant, les associations aussi, la société civile aussi doit se mettre dans ses droits pour réclamer plus de liberté. L'État s'occupera à gérer plus de protection, plus de sécurité. Bon, donc il y a un mixage à faire. Absolument. Vous avez bien dit. Vous avez bien parlé de mixage. Hein? D'accord. Mais que prévoit globalement ces tests-là, ce code numérique en matière de répression des fausses nouvelles? Alors, le code numérique en matière de répression des fake news, le code prévoit des dispositions notamment d'emprisonnement et également des amendes. Ces emprisonnements, généralement, c'est de 1 an, la condamnation de 1 an à 2 ans,
de 6 mois à 7 ans et également des amendes de 1 million à 10 millions. Voilà. Et donc, dans l'ensemble du code, il s'agit essentiellement pour la répression des amendes et également des emprisonnements que les producteurs de fake news encourent par rapport au code numérique. Il y a également le code de l'information qui aussi prévoit des dispositions, même également au niveau du nouveau code électoral, notamment en période de campagne. Lorsque les fausses informations sont passées, il y a de la répression également intervient pour les producteurs de fake news. Oui. Donc ça veut dire que absolument le producteur de fake news, il est absolument, il doit faire attention parce qu'il est exposé donc aux dispositions donc du code numérique qui a prévu donc des dispositions pour des sanctions évidemment. Oui. Lorsque il enfreint donc à ces dispositions là, il fait face à un certain nombre de sanctions. Oui, il peut encourir des peines d'emprisonnement et également des amendes qui sont élevées de 1 million jusqu'à 10 millions. Et moi, à mon avis, je pense que le législateur devrait s'appesantir plus sur les amendes. Les amendes pour pouvoir dissuader, décourager les producteurs de fake news. Parce qu'en réalité, l'emprisonnement, même si la personne va faire la prison et ressort, si la personne veut toujours continuer dans la même logique, il peut aller à la récidive et continuer encore à produire les informations. Et maintenant, si on augmente peut-être les amendes, est-ce que ça peut régler le problème, monsieur? Si la personne arrive à payer cher par rapport à son acte, je pense que s'il pense à ce qu'il va débourser par la suite, parce que c'est juste une information qui va lui coûter très cher par la suite, parce que l'information elle a été fausse. Est-ce que ça peut décourager donc nos compatriotes qui s'adonnent aujourd'hui à ce nouveau métier? On peut le dire ainsi, hein, c'est un nouveau métier parce que ça génère de l'argent, des revenus. Oui, c'est sûr que ça, même si ça ne génère pas de revenus, c'est sûr que ça procure une certaine satisfaction, un certain résultat, sinon les intéressés ne seraient pas toujours dans cette sale besogne. Mais au-delà des producteurs, j'avais sorti tout à l'heure une terminologie, je disais les parrains. Il y a aussi les parrains des producteurs. Des gens de l'ombre, des gens de l'ombre qui financent la production. Qui financent la production. Parce que généralement, d'ailleurs, ceux que nous voyons, ceux qui produisent, ceux qui envoient dans ce n'est pas les vrais auteurs. C'est pas les vrais auteurs. Les vrais auteurs sont ailleurs. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Ce sont eux les instigateurs réels qu'il faut réussir à identifier et punir. Ok. Quand ils sont punis, ça, parce qu'on ne peut pas punir l'État si c'est un État qui produit. Bon, enfin. Ouais, mais on peut punir aussi l'État, parce que l'État, devant la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Tout à fait. Bon, c'est très bien. Oui, il est arrivé des moments où l'État lui-même, il est à la barre. Tout à fait, ça, c'est pas faux. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que la loi, oui, mais il n'y a pas que la loi. D'accord? La loi sert à organiser, à structurer, à dire ce qu'il faut faire, à dissuader et autres. Et puis il y a des dispositions d'ordre pénal et des peines d'emprisonnement, des amendes. Et comme le disait le collègue tout à l'heure, oui, il faut beaucoup s'appesantir sur tout ce qui est amende, tout ce qui est restriction. Mais quand on va à l'emprisonnement, ça fait déjà trop fort. Ça fait une privation. Mais est-ce que c'est pas une manière pour le législateur de décourager tous nos compatriotes qui véritablement s'adonnent à ce mauvais métier? Oui, on n'accuserait pas. On n'accuse pas le législateur d'avoir prévu des peines d'emprisonnement, mais nous disons qu'il faut les premiers paliers, c'est les questions d'amende. Mais est-ce qu'avant, il n'y a pas la sensibilisation? Parce que c'est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il y a des gens qui pensent que, ils ignorent le fait que, publier une fausse nouvelle, ça peut leur coûter leur liberté. Oui, ils ne devaient pas ignorer parce que mentir, la fausse information, c'est le mensonge. Donc, c'est déjà une atteinte aux valeurs. Dire qu'on ignore la loi, on n'avait même pas besoin au fait de loi avant que ce type de comportement soit déconseillé. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme les lois seules ne suffisent pas, il faut également des leviers sociaux accompagner cela. On a les sensibilisations, oui, c'est déjà un pas.
il y a aussi un aspect très important, l'existence de la vraie information. Ok? Quand on est dans un contexte où l'information, la vraie information, prend du temps à faire surface, donc la fausse, ça laisse libre pour la fausse information. Elle prend l'espace. Voilà. Or, si on est dans un système plus ou moins transparent où toute la vraie information est disponible aux citoyens sur des thématiques données, sur des domaines donnés, alors ça va être non-sens difficile à la fausse information. À la fausse information. Donc le citoyen le citoyen a la vraie information bien avant que quelqu'un n'aille imaginer autre chose. Donc on a intérêt aussi que la vraie information puisse circuler en temps réel. Pour décourager la circulation des fausses nouvelles. Nous l'avons compris, nous allons faire un tour au niveau de la régie pour écouter la chronique, une chronique réalisée par le professeur Hygiène Kakaï, agrégé de sciences politiques. Donc nous allons écouter cette chronique et revenir pour continuer ce débat au niveau de ce studio. On appelle donc fausses nouvelles ou fake news ou infox toute information largement diffusée par des médias ayant pour but d'instrumentaliser ou de manipuler un public cible ou un auditoire et d'inverser l'ordre social. En sciences politiques, on parle de la sociologie politique des rumeurs pour appréhender la diffusion de fausses nouvelles à des fins politiques. Les fake news ou les fausses nouvelles, que sont la rumeur, la fausse information, l'information détournée et l'information manipulée, existent sous plusieurs formes, c'est-à-dire sous une forme écrite, audio, sous des formes de photomontage ou des vidéos. Une fausse nouvelle peut être une information montée de toutes pièces ou une information décontextualisée dans le temps et dans l'espace. De nos jours, on peut enregistrer les fake news comme des éléments déterminants de la web politique. Vous comprenez que nous parlerons alors de fausses nouvelles en démocratie. Je ne parlerai pas de fausses nouvelles dans le monde économique, ni dans le monde culturel, mais beaucoup plus de fausses nouvelles en démocratie. Il faut entendre par l'ordre social l'organisation sociale, politique et économique d'une communauté donnée. L'ordre social peut désigner l'état de l'organisation sociale. Autrement dit, quand on parle d'ordre social, on fait référence aux normes, aux valeurs, au rôle dévolu aux acteurs vivant sur un territoire commun. C'est alors la manière dont la société s'organise ou est organisée. Le maintien de l'ordre social dépend donc de notre raison de faire et de notre façon de faire. Vous voyez, j'insinue déjà les fake news. Dans la perspective durkheimienne, les fausses nouvelles sont alors des faits pathologiques susceptibles de désintégrer l'ordre social. Dans cette perspective, les fausses nouvelles posent l'épineux problème de distanciation vis-à-vis des valeurs sociétales. En dépit du fait que l'ordre social, plus précisément l'ordre politique ou l'ordre démocratique, se sent bouleversé, les fake news sont des jeux d'acteurs bien intentionnels, poursuivant une finalité qui s'écarte des objectifs de socialisation. Dans le contexte béninois, comme ailleurs, les fake news sont des pilules empoisonnant la démocratie. L'information politique manipulée paraît juste et est largement diffusée sur les réseaux sociaux. Dans ce cas précis, les fake news sont la fille incestueuse de la technologie informationnelle et de l'Internet, compte tenu de la vitesse de diffusion des nouvelles qui donne aussi l'impression qu'il s'agit d'une justesse. En effet,
l'Internet a fait accroître une autre forme de démocratie, la démocratie numérique, qui a pour corollaire la propagation de nouvelles dont la source est imprécise, douteuse et anonyme. Alors nous avons compris, donc c'était une chronique signée donc du professeur Jean Kakaï, qui est agrégé de sciences politiques et qui par ailleurs donc coordonnateur donc du master donc en sciences politiques fondamentales à l'université d'Amon Calavi. Alors dites-nous, monsieur docteur Martial Patenon, alors que vous inspire donc cette alors, quelle réaction vous avez par rapport à cette chronique que nous venons d'entendre? Parce que quand le chroniqueur dit que les fake news empoisonnent la démocratie et l'ordre social, vous partagez ce même avis? Je partage le même avis que le professeur Kakaï, parce que les fake news, en réalité, dans le passage, c'est-à-dire qu'au moment où l'information est produite et au moment où cela parvient aux citoyens, en réalité, c'est en un laps de temps. En un laps de temps, ce qui fait que les fake news paraissent être plus efficaces même que la bonne information qui doit parvenir aux citoyens. Donc quand ça passe, c'est difficile à rattraper. Et c'est à croire que les fake news constituent en réalité la toute première information qui paraît être l'information vraie, mais en réalité c'est la fausse information. Et donc c'est la vitesse à laquelle les fake news arrivent à parvenir aux citoyens qui constitue le danger et qui en réalité empoisonne tout simplement notre vie, la démocratie. Parce que lorsqu'il parle de l'ordre social, il s'agit simplement de notre vie. Absolument. Alors monsieur Darius, dites-nous, vous partagez ce même avis? Parce que lorsque le chroniqueur dit faisons attention, parce que les fake news, c'est un jeu d'acteurs qui empoisonne tout simplement l'ordre social, la démocratie. Oui, tout à fait. On ne peut que partager, parce qu'il est revenu confirmer que les fake news sont des atteintes à l'ordre social et sont des contre-valeurs. Donc, ceci dit, ça me ramène à ce que nous évoquions tout à l'heure par rapport aux lois. Donc, si nous sommes face à des situations qui insinuent, qui induisent aux contre-valeurs, qui vont à l'encontre de nos valeurs, donc, il faut les lois, oui, mais il faut c'est aussi... un déni de nos valeurs. Voilà. Donc il faut revenir de façon endogène sur tous les leviers sociaux possibles à actionner pour lutter contre les réseaux sociaux, contre les fake news, c'est-à-dire au-delà des lois. Nous avons l'appareil familial, nous avons l'appareil communautaire, donc nous avons ces sphères au sein desquelles, dans les sphères éducatives, au sein desquelles on peut travailler à ce que on limite, parce que l'acteur, le producteur qui s'adonne à cela, s'il a été suffisamment éduqué, il comprendrait que c'est une contre-valeur et s'abstiendrait. Donc, et pour qu'il soit suffisamment formé, suffisamment éduqué par rapport à cela, il faut que ça commence par la famille. Après le cercle familial, il y a le cercle communautaire. Et n'oublions même pas que le cercle religieux, parce que le cercle religieux, puis les milieux institutionnels qui sont le travail, voilà. Donc voilà autant de leviers sociaux sur lesquels on doit pouvoir agir au-delà des lois. Oui, docteur Syriac, vous évoquiez il y a un instant ces tests-là ou ces codes-là qui disons, sont en matière de répression, bien sûr, de ces fausses nouvelles, mais on constate tout de suite que plusieurs activistes ont déjà, bien sûr, été interpellés et condamnés donc, pour diffusion de fausses nouvelles ou de diffamation sur les réseaux sociaux. Et on comprend que le producteur, comme le diffuseur ou celui qui partage donc ces fausses nouvelles, s'exposent tous aux dispositions du code. Absolument. Il s'expose aux dispositions du code, en ce sens que lorsque l'acte est constaté, il y a une répression qui est prévue par le code numérique, également par le code de l'information. Et de ce point de vue, ces producteurs de fausses nouvelles s'exposent tous aux dispositions du code dans son ensemble. Mais le problème fondamental par rapport au code, compte tenu de l'ampleur des fake news et également de la dimension des fake news,
le législateur, au fil des années, va finalement détacher les fake news des dispositions qui sont intégrées dans l'ensemble des codes pour pouvoir en réalité en faire une disposition spécifique pour pouvoir régir les fake news. C'est un peu comme la cybercriminalité qui au départ avait un vide juridique et par la suite le législateur l'a encadré. Et donc pour les fake news, aujourd'hui on ne perçoit pas la gravité des fake news, mais au fil du temps on finira par détacher les fake news de l'ensemble des dispositions contenues dans le code numérique et code de l'information et code électoral pour en faire en réalité un test particulier. Ok. Donc la loi doit évoluer. Alors, M. Darugba, mais que préconisez-vous pour endiguer ce phénomène qui est devenu planétaire? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Bénin. Parce que vous savez, plusieurs pays aujourd'hui sont confrontés à ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y a la loi, mais est-ce que la loi suffit? Qu'est-ce que préconisez-vous en tant que sociologue pour véritablement arriver à bout, pour amener donc nos concitoyens à véritablement donc s'abstenir, donc de s'adonner à de telles pratiques? Oui, on a commencé par l'évoquer tout à l'heure que la loi elle seule ne suffit pas. Dans tous les pays ont quasiment une législation légiférée par rapport aux fake news, à la gestion de l'information, et cependant ça continue toujours, ça continue. Donc comme nous le disions tout à l'heure, au-delà des lois, il y a les leviers sociaux sur lesquels il faut agir. Nous avions évoqué tout à l'heure le cercle familial, après le cercle communautaire et les milieux institutionnels au sein desquels on doit suffisamment faire comprendre les dangers, les enjeux et les peines qu'encourent ceux qui s'adonnent. Donc il faut insister sur l'éducation, il faut insister sur l'éducation, la sensibilisation, la loi oui, et la répression oui, mais il faut surtout éduquer. Okay. Nous l'avons compris, c'est votre avis, monsieur le docteur? Absolument, je partage le même avis et il faut effectivement aller à l'éducation et également faire en sorte que ceux qui restent derrière et qui poussent les autres à passer l'information, ceux qui sont dans l'usine de fabrique, exactement, puissent être détectés, également être sanctionnés. Et en cela, je voudrais préciser que dans l'ensemble des codes, on ne voit pas apparaître la précision de l'auteur, du co-auteur, du complice. Et même la définition même de fausses nouvelles n'apparaît pas très clairement. Donc de ce point de vue, il y a une évolution, il y a à revoir, à corriger un peu la loi et tout ça. Nous l'avons compris, chers auditeurs. Un dernier mot rapidement. Oui, très rapidement pour dire que comme nous sommes dans la démocratisation du savoir, je vais insister sur la démocratisation de l'information également. Donc il faut que l'information soit vite produite, soit disponible pour éviter donc, la fausse information prenne le pas. C'est très important. Nous l'avons compris. Alors, chers auditeurs, nous sommes arrivés à terme donc, de notre émission. Nous nous excusons parce que nous avons connu un retard, mais c'est dû donc aux problèmes techniques. Alors, nous avons compris que les fake news constituent des produits informationnels pour leurs auteurs et sur le marché de l'information qui représente aujourd'hui les réseaux sociaux. Alors, nos deux invités donc nous ont permis donc de comprendre que les motivations et le but poursuivi par le producteur de fausses nouvelles, tout en appelant donc les sanctions auxquelles celui-ci donc s'expose à travers différentes lois. Prenons le rendez-vous du prochain numéro dans 15 jours. Ce sera le dimanche 25 août 2019 avec pour thème le budget de l'État. Vous pouvez suivre en nouvelle diffusion donc ce numéro dimanche prochain de 18h à 19h. N'oubliez surtout pas de rattraper donc les anciennes émissions donc de l'émission sur la chaîne YouTube du CESPO en tapant CESPO Média. À l'animation ce jour, c'était Alain Tosnon et Moura Gaba. Donc merci de nous avoir suivis. Bonsoir sur vous. Bonsoir. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique.